une sorte de mini-dispute à ciel ouvert à laquelle nous avons pu assister à la suite de l'explosion d'un missile en Pologne, dans un contexte où la Russie mène une campagne intense de tirs de missiles justement à destination de l'Ukraine. Assez rapidement, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'avance et accuse son homologue russe. Причому не тільки в Україні. Російські ракети вчора ударили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція. Ця ракетна атака – ось справжній виступ Росії на 20-ці. Тому, коли я говорю G19, я не помиляюсь, бо Росія терорист, і ми від цього захищаємось. Така реальність. Le monde entier frémit en imaginant l'entrée en guerre de l'OTAN, organisation dont la Pologne est membre. Mais côté américain, on temporise, on va jusqu'à contredire l'allié ukrainien. It's too early to say whether this missile was fired from Russia. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. Zelensky a-t-il parlé trop vite comme cela peut se comprendre? De manière un peu inattendue, face aux réfutations de ses partenaires, il insiste et demande que ses experts participent directement à l'enquête, comme si une crise de confiance était engagée. Quelques semaines avant, la presse avait rapporté un entretien téléphonique plutôt houleux entre les présidents américains et ukrainiens. Tous ces faits mis ensemble ont laissé penser qu'il y avait peut-être de l'eau dans le gaz entre Washington et Kiev. Pourquoi ? Dans quelle mesure? J'ai voulu aborder le sujet avec notre ami Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur du livre Les illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur d'une newsletter stimulante sur la plateforme Substack, dont nous vous mettrons le lien d'inscription en description. Salut Chris. Salut. Alors, qu'est-ce que l'affaire du missile tombé en Pologne nous a appris sur l'évolution des relations entre Washington et Kiev? C'était un peu un test qui révèle les différentes positions et on a vu d'un côté les États-Unis qui étaient très prudents et qui n'ont pas voulu s'avancer trop vite et surtout tempérer, faire baisser la température, alors que du côté des anciens pays du bloc de l'Est, la Pologne, l'Estonie surtout et aussi la Hongrie, il y a eu plus un lever de bouclier et au départ un discours un peu belliciste et qui a été assez calmé rapidement, d'abord par l'émergence des faits, mais aussi par l'insistance de Washington de prendre son temps et de discuter, de bien regarder de quoi il était question avant de commencer à faire des déclarations tonitruantes. Alors que, comme tu le disais, Zelensky, lui, a carrément appelé, il a qualifié ça d'une agression, et il a appelé à une sorte de représailles, donc qui aurait pu potentiellement signifier l'entrée en guerre de l'OTAN avec la Russie, et donc après des conséquences particulièrement graves. Alors, cette petite polémique s'est installée dans le paysage politico-médiatique juste après une discussion entre Zelensky et Biden, Joe Biden, le président des États-Unis, une discussion dont le contenu, ou bien dont, disons, la tonalité a fuité dans les médias et qui était décrite comme assez houleuse. Oui, et rien que le fait que ça fuite dans les médias, on peut toujours supputer, bien sûr, mais ça indiquerait plutôt que Biden voulait que ça se sache, qu'il n'était pas content de ce coup de téléphone. Ce qu'il a un peu mis hors de lui, apparemment, c'est qu'il était en train d'expliquer à Zelensky qu'ils avaient déjà approuvé des nouvelles livraisons d'armes et des nouvelles aides à l'Ukraine. Et Zelensky a tout de suite répondu « Alors maintenant, j'ai aussi besoin de ça, ça et ça », à lister tout ce qu'il voulait en plus comme support, particulièrement militaire. Et donc, c'est ce qui aurait un peu exaspéré Biden. Mais le fait que ça sorte, c'est peut-être une indication, il y a eu beaucoup de signaux dans ce sens-là, que la position américaine, qui jusqu'à présent était vraiment on ne négocie pas, on ne parle pas avec la Russie, d'ailleurs on n'a pas de canaux de communication avec la Russie, et c'est à l'Ukraine de gérer toute seule quand et comment elle veut négocier avec Moscou. Ça, c'était un peu la position jusqu'à présent, et l'histoire du coup de téléphone, là, c'est un des signaux parmi tant d'autres un changement un peu d'approche à Washington et une ouverture de plus en plus visible
vers l'idée qu'il faudrait trouver rapidement une solution diplomatique au conflit. Alors, qu'est-ce qui finalement explique l'inflexion de la position, ou en tout cas de la vision globale des États-Unis? Est-ce que la question des élections des midterms, par exemple, est intervenue? Le fait Alors, que, avant les élections, il y avait une sorte d'interrogation sur qui allait finalement prendre le pouvoir au Congrès américain. Et puis aujourd'hui, bon, la Chambre basse, la Chambre des représentants, est dominée par les républicains. Est-ce que c'est, disons, la pression de ce sujet sur l'élection, les élections de midterm, puis aujourd'hui le nouvel équilibre politique qui fait que côté Biden, on essaie peut-être de rééquilibrer les choses? Oui, alors en fait, il y a deux choses à l'œuvre, à mon sens. Donc la première, c'est politique, comme tu le dis, et ce n'est pas forcément le camp républicain, mais c'est aussi le fait que l'opinion publique américaine est de moins en moins unifiée et convaincue qu'il faut continuer à supporter l'Ukraine, à aider l'Ukraine, et surtout qu'il ne faut pas négocier. Donc l'opinion publique américaine est de plus en plus favorable à l'idée d'une solution négociée et de la voie diplomatique. Donc ça explique peut-être le fait qu'avant les midterms, déjà, les démocrates ont un peu mis de l'eau dans leur vin, entre guillemets, alors qu'effectivement, les républicains, eux, indiquaient que s'ils reprenaient le pouvoir, ils n'allaient pas forcément autoriser les prochaines livraisons d'armes. Alors sur ce point précis, c'était probablement une posture électoraliste des républicains, parce qu'en fait, le parti républicain reste quand même enfin, il est divisé sur cette question, mais les gens qui vraiment, les dirigeants du parti républicain et les cadres sont conscients du fait que le parti républicain est très dépendant des dons financiers de l'industrie de l'armement, et même par idéologie, en fait, sont plutôt en général ce qu'on appelle les néocons hein, de l'ère Bush. Donc ces gens-là vont a priori continuer de voter pour les soutiens militaires et financiers à l'Ukraine, mais l'électorat républicain est très divisé sur cette question, et il y a des élus républicains qui sont très hostiles à la poursuite de la guerre et aux livraisons d'armes. Ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est les aspects un peu politiques, mais il y a aussi les questions de sécurité. Et on a vu à l'intérieur de l'administration Biden, en fait, il y a en gros deux positions. Il y a les diplomates, le Secretary of State, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, si tu veux, qui, eux, sont plutôt, au moins officiellement, ils sont hostiles, ou ils ne sont pas prêts à la négociation et sont toujours sur la même position. Mais par contre, le commandant militaire a déclaré publiquement qu'eux, ils pensaient que le temps était venu d'ouvrir les négociations. Et la raison pour ça, c'est en particulier, il semblerait que ce soit en particulier le risque nucléaire, le risque d'escalade de la guerre, et justement l'affaire du missile en Pologne l'illustre parfaitement. Et puis aussi le fait que en fait, la guerre coûte de plus en plus, enfin, fait de plus en plus de morts, y compris du côté de l'Ukraine. On a vu que pour la première fois depuis le début du conflit, le Pentagone, les généraux américains ont publié les chiffres de leurs estimations des pertes ukrainiennes. Et ces chiffres-là montrent qu'il y a eu en gros 100 000 morts de chaque côté, côté russe et côté ukrainien. Enfin, ces morts, plus les prisonniers et les soldats blessés hors de combat. Mais ça fait quand même, ça permet de voir que le tableau n'est pas aussi favorable que ça à l'Ukraine sur le terrain militaire aussi, même si c'est eux qui avancent. Il y a un coût humain à cette guerre qui n'est pas seulement côté russe. Alors, je voulais qu'on revienne quand même un peu sur les aspects politiques, parce que au-delà du jeu des républicains qui, disons, caressent une partie de leur opinion dans le sens du poil, mais ont quand même besoin des marchands d'armes pour faire campagne, il y a une partie des démocrates, des progressistes, 30 élus progressistes du Parti démocrate, donc plutôt proches de l'aile gauche du Parti démocrate, avaient et eux également pris une position qui avait fait débat et peut-être fait avancer la réflexion d'ensemble. Oui, tout à fait. En fait, c'était avant les midterms. Il y a donc 30 élus démocrates qui ont écrit une lettre à Joe Biden. C'est une lettre qui avait été apparemment écrite au départ plutôt en juillet, mais qui, le temps que tout le monde signe et que ça soit autorisé, enfin, ça a pris du temps à être envoyé à la Maison-Blanche. Et dans cette lettre, il y avait deux choses.
il réaffirmait le fait qu'il soutenait l'Ukraine et qu'il fallait poursuivre l'aide militaire. Donc, ce n'était pas du tout une remise en cause de l'aide militaire, mais c'était, en plus de ça, il faut maintenant explorer les pistes diplomatiques. Et cette lettre a été très mal reçue, en particulier par la presse et on va dire les éditorialistes influents dans la sphère démocrate et à Washington. Et donc, les progressistes démocrates ont très rapidement renié cette lettre en disant c'est une erreur, on voulait pas erreur de timing, mauvais jugement. Ils ont même mis ça sur le compte d'un assistant parlementaire sans le nommer en disant c'était une erreur, on ne voulait pas faire ça. Donc ils ont vraiment baissé la tête et renoncé à leur lettre, ce qui était assez, on va dire, humiliant, ou en tout cas ça pose problème sur la question de leur courage politique. Mais ça, c'était la réaction immédiate. Mais au final, entre la lettre et la réaction qui a suivi, ça a permis d'ouvrir un peu un champ de débat à la fois dans la presse et au sein du Parti démocrate et dans l'opinion, en se disant, bon, bah, finalement, cette lettre-là, elle n'était pas si problématique que ça et posait les bonnes questions. Donc, pourquoi est-ce qu'effectivement, on ne se pose pas ces questions-là? Donc ça a effectivement ouvert un peu la fenêtre en termes du débat et de ce qui était possible de considérer politiquement. Alors, Joe Biden, à titre personnel, est-ce qu'il est favorable à une solution diplomatique? En gros, quelles sont à Washington les forces les plus favorables à une solution diplomatique et qui sont les faucons au sein de l'administration américaine, de manière un peu schématique? Oui, alors c'est pas facile à voir parce qu'il y a ce qui se dit officiellement et puis il y a ce qui se dit officieusement, si tu veux. Mais officiellement, Biden a toujours été très prudent. Donc lui, hein, sa position, c'est un peu on soutient l'Ukraine, mais on ne veut surtout pas que l'OTAN soit impliquée dans la guerre. Et ça, c'est globalement la position qui domine à Washington. Et après, il y a des nuances sur est-ce qu'il faut continuer la guerre et soutenir l'Ukraine, ou plutôt encourager l'Ukraine à trouver une position, à trouver une issue diplomatique. Et alors, ceux qui sont plutôt du côté de la solution diplomatique, c'est d'abord les généraux, donc en particulier le chief of Joint Chief of Staff, donc c'est en gros le général en chef qui est dépendant de l'administration Biden, dont j'ai oublié le nom, qui lui parle publiquement et donc représente un peu la voix du Pentagone. Et puis il y a aussi quelques diplomates, mais qui sont plutôt officieusement, donc ça va être potentiellement Jack Sullivan, qui est donc le conseiller à la sécurité, même si publiquement il dit qu'il est hostile à la solution diplomatique. On a vu qu'en fait, il avait engagé des discussions avec la Russie. Il y a des back channels, donc des voies de communication officieuses qui permettent déjà de commencer à envoyer des messages et à essayer de changer un peu la perception des choses. Donc ça, c'est plutôt les gens qui sont pour une solution diplomatique, avec d'autres conseillers qui ne sont pas nommés dans la presse, mais on suppose que c'est un peu les conseillers plus progressistes qui tournent autour de Biden, dont son directeur de cabinet, mais ça, c'est des supputations. Et par contre, le département d'État, donc avec Anthony Blinken, donc qui est responsable de la diplomatie, serait plutôt encore assez froid quand il s'agit de considérer une solution diplomatique. Alors, en tant qu'organisation et en dehors de l'influence américaine qui est prépondérante, tu considères que l'OTAN en elle-même a une position assez ambiguë? C'est pas qu'elle est ambiguë, c'est qu'elle est difficile. C'est-à-dire que c'est la position, pour l'instant en tout cas, c'est on soutient l'Ukraine, mais on n'interviendra pas dans la guerre. Mais le problème, c'est où est-ce donc on met le curseur de l'intervenir ou pas. Donc là, il y avait la question que la Pologne veut déployer des batteries antimissiles à sa frontière. Est-ce que ces batteries antimissiles vont commencer à tirer sur des missiles russes qui étaient destinés à frapper le territoire ukrainien? Est-ce que ça serait considéré comme une entrée en guerre? Donc il y a un flou à ce niveau-là. Et c'est ça qui inquiète les généraux américains, qui aimeraient bien qu'une solution diplomatique soit trouvée avant que des incidents comme ce qu'on a vu se passer en Pologne se répètent. Alors, la guerre, elle n'est pas menée uniquement au nom de valeurs. Si c'était ça, on le saurait. À Washington, la calculette, hein, elle n'est jamais bien loin. La question du coût de la guerre se pose forcément du coût et des bénéfices de la guerre. On peut commencer peut-être par le coût économique de la guerre. Est-ce qu'il est élevé, disons, est-ce qu'il est élevé quand on le rapporte aux bénéfices? Ça dépend à quel point de vue on se place. C'est vrai que les États-Unis ont d'abord profité de ce conflit au moins à deux niveaux évidents. Le premier, c'est les livraisons d'armes. Donc, c'est l'État américain qui finance les entreprises américaines, l'industrie de l'armement,
pour vendre des armes, donc non seulement à l'Ukraine, mais aussi, donc là c'est le Trésor américain qui finance, mais aussi vendre des armes aux autres pays européens. Donc là, c'est les pays européens qui s'arment en réponse au conflit. Donc ça, c'est très bon pour les affaires de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi le côté du gaz qu'on avait déjà évoqué précédemment, où en fait le gaz liquéfié américain est en train de remplacer le gaz russe sur le marché européen, même si en termes de volume, ce n'est pas comparable, mais ça représente une manne importante pour les États-Unis. Donc ça, c'est plutôt des choses, si on est vraiment cynique, qui sont positives pour les États-Unis. Mais en même temps, on voit que ça provoque aussi de l'inflation, y compris aux États-Unis, ce qui provoque des difficultés électorales pour le Parti démocrate. Et ça provoque aussi de l'inflation partout, donc il y a des risques de crise économique en Europe et ailleurs, ce qui pourrait éventuellement avoir un impact aussi sur les exportations américaines dans d'autres secteurs. Donc c'est peut-être pour ça que l'équivalent des ministres des Finances américains, donc Janet Yellen, le Treasury, qui a dit récemment en marge du G20 que la citation exacte, je ne l'ai plus, mais c'est quelque chose comme la meilleure chose qu'on puisse faire pour l'économie mondiale maintenant, c'est d'arrêter la guerre en Ukraine. Donc ça veut dire quand même qu'on a envie un peu de... Voilà, on aimerait bien arrêter les frais maintenant avant que ça dégénère, quoi. Disons peut-être arrêter la guerre, mais maintenir la logique de pression et de sanctions économiques qui finalement permettrait aux exportations de gaz américaines de se poursuivre, et une tension, disons, contrôlée ne porterait pas obstacle aux ventes d'armes non plus et à d'autres types de business, quelque part. Une sorte de guerre à bas bruit, de tension, de guerre froide plutôt que de guerre chaude. Peut-être que c'est plus rentable. Il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi des calculs politiques. Hein. Clairement, le Parti démocrate, qui aimerait bien quand même rester au pouvoir, a besoin que l'inflation se calme. Et donc ça, c'est... Voilà, il y a différents facteurs qui rentrent en jeu, en ligne de compte, dans leur calcul pour adopter une position après diplomatique. L'état d'économie américaine, il est meilleur que l'état de l'économie européenne, puisque on entend dire que beaucoup d'entreprises, en tout cas ici en Europe, réfléchissent à délocaliser aux États-Unis, puisque les facteurs de production, notamment l'énergie, sont plus compétitifs. Est-ce que l'un dans l'autre, il n'y a pas un moyen de redistribuer les pertes, comment dire, par ces gains, et de compenser les pertes liées à l'inflation? Il n'y a pas ce genre de débat là-bas aux États-Unis? Pas à ma connaissance, non, mais il faut voir que l'économie américaine se porte bien dans le sens où le taux de chômage est très bas et malgré les hausses des taux d'intérêt de la Fed, pour l'instant, le marché de l'emploi reste relativement dynamique. Mais il y a quand même beaucoup de mouvements de grève qui grondent, et puis il y a surtout voilà, la hausse des prix, même si ce n'est pas forcément, d'un point de vue purement objectif, un gros problème pour les Américains. Et encore, ça, c'est à nuancer parce qu'il y a beaucoup d'Américains, je crois que c'est 60% maintenant, qui vivent ce qu'ils disent paycheck to paycheck, c'est-à-dire les fins de mois sont difficiles, quoi. Pour 60% des Américains, ils n'ont pas d'épargne qui leur permet de vivre un mois de plus que ce que leur permettent leurs revenus. Donc il y a quand même un vrai problème social aux États-Unis avec l'inflation, et puis il y a la perception des gens qui, même si le marché de l'emploi reste dynamique, le fait de voir les prix augmenter au supermarché, ça provoque de la colère, et ce qui se comprend bien sûr, et ça se répercute sur les élections après, et avec le risque, et c'est aussi ça qu'évoquait l'administration Biden, c'est le risque que cette inflation, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, favorise l'émergence des partis d'extrême droite et antidémocratiques. Donc c'est aussi un souci, je pense, qui entre dans le calcul ou la réflexion de Biden et de ses conseillers. Donc, en gros, l'économie, finalement, se rappelle aux militaires. Oui, on peut dire ça. Merci en tout cas, Chris, pour nous avoir éclairé sur cette perception américaine du conflit en Ukraine, et à la prochaine. Merci.